Mais nous avons très peu parlé de l'entreprise, et moi-même j'en parlerai très peu. Alors j'ai demandé à Gérard Dréan de forcer un peu son talent, parce que Gérard Dréan, qui est ici, est un excellent, j'oserais dire même pas seulement excellent, le spécialiste des économistes autrichiens, mais aujourd'hui il va faire tout à fait autre chose. Il va reprendre quelques notions de base sur l'entreprise. Donc petit voyage autour de l'entreprise et de Gérard Dréan, et ceci est aussi pour moi une conférence importante lorsque nous ferons le produit complet de toutes ces séances mises en forme sur Internet, sur iPad, mises en scène et avec tous les liens interactifs de façon à avoir un produit avec une vision globale des promenades autour de l'économie qui permettent à tout à chacun, je l'ai déjà dit, de l'élève du collège au président de la République, pour les aider à mieux comprendre l'économie. Gérard, tu as la parole. Bon, merci Alain. Donc, dans le cadre de cette découverte de l'économie, puisque c'est le thème du cycle, je vais essayer de nous faire découvrir paradoxalement quelque chose que je crois nous connaissons tous, ou que nous croyons connaître tous, l'entreprise. Quand je dis tous, c'est tous, sauf les économistes, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Et je pense que, puisqu'Alain a dit un voyage autour de l'entreprise et de Gérard Dréan, on va commencer par un petit voyage autour de Gérard Dréan, parce que je suis moins connu que lui, moins connu que Jean-Marc Daniel, donc il faut que je vous dise quelques mots qui éclaireront peut-être la suite. Premièrement, je ne suis pas économiste, je ne suis pas universitaire. Je suis essentiellement un homme de terrain, j'ai occupé des responsabilités dans des entreprises, et un jour, comme ça, l'âge venant, l'expérience s'accumulant, je me suis dit que ça ne serait pas idiot d'essayer de comprendre ce que j'avais vécu dans l'entreprise et de ce dont j'avais été le témoin et quelquefois l'acteur. Alors je me suis dit que les explications devaient sûrement se trouver dans la littérature économique et un peu dans la littérature de gestion managériale et autres. Donc je me suis lancé là-dedans, à corps perdu, j'ai cherché partout. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé très peu de choses qui pouvaient répondre aux questions que je posais. Je n'entrerai pas dans le détail, mais j'ai trouvé anormalement peu de choses, si vous voulez. Et je suis arrivé petit à petit à la conclusion que le phénomène entreprise est un phénomène qui est largement ignoré par les économistes. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi? Et donc, ça m'a amené à m'interroger sur la conception que les économistes ont de leur discipline, comment elle a évolué dans le temps, et donc l'histoire de la pensée économique. Et c'est comme ça que je suis arrivé à tomber presque in fine, après plusieurs années, sur ce qu'on appelle l'école autrichienne, dont parlait Alain à l'instant, qui me semble avoir pas mal de réponses. Nous y reviendrons un peu dans cet exposé. Mais l'un des reproches que l'on peut faire aux économistes contemporains, ceux qui font les journaux, ceux qui enseignent dans les universités, ou les gens qui font des thèses de doctorat en économie, c'est qu'ils sont très prompts à construire des magnifiques modèles mathématiques de phénomènes qui n'ont en général pas pris le temps d'observer suffisamment. Alors, pour ne pas tomber dans ce travers, moi, je vais commencer aujourd'hui au ras des pâquerettes, d'où mon recours à Angelo le Pizzaïolo. Et donc, on va commencer par le bas de l'entreprise, la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est une petite cabane de pizza. Et puis, quand même, on ne va pas en rester là, on va essayer d'en tirer quelques enseignements généraux. Des enseignements généraux, d'une part, sur l'entreprise et le système productif, et d'autre part, à un niveau encore plus élevé, je me laisserai aller de temps en temps à quelques commentaires sur la théorie économique elle-même. D'où le titre. Alors, Angelo, c'est un garçon qui est assez... il n'a pas fait de grandes études, hein, mais c'est un garçon qui est assez dynamique, il s'est trouvé un job dans une pizzeria, et puis il regarde de temps en temps son patron Arnaud, qui est, comme chacun sait, expert en industrie, et il observe Arnaud, et il se dit que, en faisant comme lui,
il arrivera peut-être un jour à ouvrir sa propre pizzeria. Alors, il regarde ce que fait Arnaud. Alors, il s'aperçoit que tous les matins, c'est pas le même à propos, hein. Alors, il s'aperçoit que tous les matins, il commence, il y a des outils, il y a des gens, il y a une caisse, et la première chose qu'il fait le matin, c'est qu'il va au marché, et puis qu'il achète ce qui lui est nécessaire pour faire ses pizzas dans la journée. Donc déjà, première remarque qu'il se fait, il faut déjà avoir de l'argent au départ. Puis ensuite, il ouvre sa baraque, il vend, ça fait rentrer de l'argent dans la caisse, et puis quand il a un client, il lui prépare une pizza, c'est la production, et voilà, et ça tourne en rond comme ça. Vous voyez qu'on a 3 ou 4 concepts relativement simples, et ce qui est intéressant, c'est que ces concepts vont nous permettre de construire un modèle ou de décrire au fond n'importe quelle entreprise, parce que dans toute entreprise, il y a des processus de production au départ, c'est-à-dire des processus qu'exécutent des gens, qui exécutent des machines d'ailleurs, qui vont produire des choses. Ces choses, il faut les vendre, et avant de les produire, il faut se procurer un certain nombre d'ingrédients, soit des consommables, c'est ces trucs qui sont là en bas, soit du capital, si vous voulez, des outils, des choses comme ça. Et c'est vrai de toutes les entreprises. C'est-à-dire que si vous regardez Renault, il y a aussi des processus de production qui prennent tous un certain temps, qui consomment tous des ressources, qui produisent des choses, qui s'articulent les uns sur les autres. Il faut vendre, il faut produire, etc. C'est le lot de toutes les entreprises. Alors là, il y a un petit détail qui nous servira peut-être dans la suite, c'est que là, le patron de Pizzaiolo, il a un petit avantage, c'est qu'il vend avant de produire. Et donc, il ne dépense pas, si vous voulez, il sait à l'avance combien il faut qu'il produise. Chez Renault, c'est pas comme ça, si vous voulez. Il faut d'abord qu'ils produisent et ensuite ils essaient de vendre. Donc ils prennent un risque encore plus élevé. Mais toujours est-il que on a là, si vous voulez, le cycle de base que j'appellerais de l'entreprise, qui est valable pour partout, et on a les ingrédients de la construction d'une entreprise, nous y reviendrons. Bon. Alors, il y a un économiste, un jour, autour des années 30, qui s'appelle Ronald Coase, qui a été prix Nobel d'économie en 1991, qui s'est posé la question, mais au fond, pourquoi existe-t-il des entreprises? Sachant que les économistes ont adopté, à partir du début du siècle, disons, mais surtout justement dans les années 30, un modèle de l'économie dans lequel le monde est peuplé d'individus qui échangent entre eux et qui passent entre eux, si vous voulez, des contrats temporaires, ils échangent entre eux, ils se disent au revoir sans continuer à se voir. Donc, Coase s'est dit, mais c'est pas comme ça que ça marche, le monde. Dans le monde, il y a des organismes constitués, qu'on appelle des entreprises. Comment ça se fait? Et il a dit, eh bien, si c'est comme ça, c'est parce que, contrairement à ce que disent les économistes néoclassiques, le fonctionnement du marché a un coût. Le marché, faire fonctionner le marché, passer des contrats, choses comme ça coûte de l'argent aux gens qui le font. Donc, en ayant des relations suivies à long terme, ils vont éviter d'avoir ces coûts. C'est ce qu'on appelle la théorie dite des coûts de transaction. Et bon, à partir de là, la plupart des économistes ont dit « Ah bon, ben alors voilà, on a compris maintenant. Mais ça n'empêche qu'une entreprise, finalement, est assimilable à un individu. Hein, on a compris pourquoi elle existe, mais ce n'est pas la peine d'aller regarder à l'intérieur. Ça reste assimilable à un individu, il faut continuer à raisonner comme ça. » Et il y a relativement peu d'auteurs qui ont suivi Coase, du moins tout de suite. Il y a plusieurs écoles, sur lesquelles on reviendra par la suite, qui sont allées voir autour de l'entreprise, mais ça date des années 60, 70, etc. Alors,
Revenons à notre ami Angelo. Angelo, il a bien compris comment ça marche, et il se dit, ça, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire. Donc, il va voir son patron, et il lui dit, écoute mon vieux, je suis désolé, hein, je vais te quitter, parce que j'ai envie d'ouvrir ma propre pizzeria. Alors le patron commence à lui dire, écoute, c'est pas gentil, tu vas me manquer, mais enfin bon, si tu veux le faire, fais-le. Mais première chose, installe-toi pas dans ce coin, installe-toi ailleurs, parce que je veux pas que tu me fasses concurrence. Bon. Puis deuxièmement, je te préviens, il va te falloir de l'argent pour te lancer, il va te falloir de l'argent, il va te falloir ce qu'on appelle du capital, c'est-à-dire des outils, il va te falloir un four, il va te falloir une pelle, il va te falloir des tas de choses. Donc tout ça, ça va te coûter de l'argent. Comment tu vas faire? Alors Angelo dit, je ne sais pas trop, je vais aller voir la banque, me demander de prêter de l'argent. Et son patron lui dit, écoute, hein, je vais t'aider. Si vraiment tu vas t'installer loin d'ici, hein, donc tu ne me fais pas concurrence, alors je vais faire quelque chose pour toi. J'ai un vieux four, hein, j'ai changé mon four à pizza, il n'y a pas longtemps, j'en ai un qui marche encore, je ne me sers plus, alors je vais te le donner. Je vais te le donner, donc ça t'évitera déjà d'acheter un four. Puis l'autre chose que je vais faire pour toi, c'est que je vais... on se verra tous les mois, un truc comme ça, et puis je te donnerai quelques conseils, je t'expliquerai, etc. Autrement dit, il s'associe. Pourquoi il s'associe? Parce que Angelo, il ne sait pas trop comment démarrer tout ça, il a besoin d'aide, ne serait-ce que matériel dans le four, et son patron, lui Arnaud, il a envie de créer une chaîne de pizza. Donc ils ont un intérêt commun à s'associer. Et puis pour le reste, alors le gars lui dit, son patron lui dit, oui mais c'est pas tout, moi il y a des tas de choses, il va falloir que tu te procures indirectement. Et moi, je n'ai pas d'argent à te donner pour ça, il faut que tu le trouves ailleurs. Bon, alors il va voir un de ses copains qui lui prête de l'argent et tout. Et donc, ça se passe assez bien comme ça. Mais, il n'empêche que, avant de commencer de se lancer, notre ami Angelo, il réfléchit quand même. Il se dit, dans quoi je me lance? Il faut que je sois sûr que mon truc marche, que mon système fonctionne. Donc, il va, oui, ça on l'a vu tout à l'heure, hein. Ça résume ce que je disais tout à l'heure. Bon. Donc il va créer une entreprise. J'ai oublié au passage de vous définir ce que c'est qu'une entreprise, emporté par mon élan. Donc, je mets ici la définition, si vous voulez, de ce que c'est qu'une entreprise. C'est un assemblage durable de choses, de ressources spécifiques, destiné à fournir certains biens spécifiques à des tiers, et qui tire sa existence exclusivement des tiers, ses clients. Et ça, c'est important parce que c'est en contraste avec d'autres formes d'association. En particulier, ce qu'on appelle généralement une association, par opposition à une entreprise, qui a deux caractéristiques. Il y a en gros deux sortes d'associations. Il y a ce que j'appelle les associations égoïstes, c'est-à-dire que vous adhérez à l'association et en échange de votre adhésion, vous recevez de l'association des services, mais c'est tout, si vous voulez, l'association ne sert personne d'autre que ses membres. Puis vous avez d'autres associations charitables, associations de police, où des gens se réunissent et se mettent ensemble pour rendre des services au sens propre à des tiers. C'est ce qu'on appelle généralement les associations dans le truc courant, mais en fait c'est une minorité par rapport aux associations générales. Et puis, une organisation publique dont le financement est assuré par l'impôt ou les prélèvements, mais au fond qui ne demande pas l'avis des bénéficiaires de ces services pour exister. Alors, Angelo, lui, il veut faire une véritable entreprise. Donc la première chose qu'il faut, c'est qu'il se finance. Ensuite, avec ça, il va investir. Complétons aussi qu'il va recruter, peut-être pas, ça dépend ce qu'il veut faire. Et puis ensuite, il se lance dans le cycle. Donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié une opportunité, ou une pizzeria, et il a construit un plan
pour construire son plan, qu'on peut appeler, qu'on appelle souvent un business plan, il a d'abord défini le produit et le marché. Si vous laissez, ceci est vrai de toutes les entreprises. Il dit qu'est-ce que je vais proposer et à qui, hein. Ensuite, comment est-ce que je vais gagner ma vie, hein. Et puis, quels moyens me sont nécessaires et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour justifier d'acquérir ces moyens. Tout ça en se livrant à un calcul, qui est d'ailleurs un calcul très approximatif. J'ai mis là le nom de Mises, parce que c'est en gros le premier qui a introduit l'expression calcul économique pour désigner ce raisonnement-là que fait l'entrepreneur. Il y a, si vous voulez, des tas de choses qu'il doit voir pour ça. D'abord, suivant, il faut qu'il décide de quelle capacité de production il se dote. Et ça va gouverner directement ses investissements. Plus il va avoir une capacité de production élevée, plus son investissement initial va être élevé. Bon. Il faut que, à partir de là, il va y avoir une partie de ses coûts qui dépendent du volume d'affaires qu'il va avoir. Il va avoir des coûts fixes, il va avoir des coûts fixes au départ, des coûts variables ensuite qui dépendent de son volume d'affaires. Et bien entendu, son revenu va être fonction de son volume d'affaires. Donc, si vous faites une petite arithmétique, s'il veut arriver à gagner sa vie, il faut qu'il arrive à un certain niveau de production, ce qu'on appelle généralement dans les entreprises le point mort. Et ce point mort sera évidemment d'autant plus élevé que ses coûts fixes sont élevés. Donc, il construit son plan, il essaie d'en faire un, et je vous dis que tout ça est assez approximatif d'ailleurs, ça ne demande pas une très grande précision, parce que la précision n'est pas de ce monde en économie. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il constitue, il dirige l'entreprise, c'est-à-dire qu'il agit pour construire son entreprise, recruter les gens qu'il lui faut, l'organiser correctement, et en faisant tout ça, il prend un risque, parce qu'effectivement, il a commencé par dépenser de l'argent, et puis il n'est pas sûr de le retrouver derrière. J'ai cité là comment un économiste du XVIIIe siècle, qui s'appelle Richard Cantillon, qui est l'un des précurseurs de l'économie, puisque ça c'est avant Adam Smith, Richard Cantillon, il disait, l'entrepreneur, c'est par définition quelqu'un qui achète à un prix certain pour revendre à un prix incertain. C'est comme ça qu'il mentionnait la notion de risque. Alors nous avons vu avec les deux amis dans le géno, c'est-à-dire son patron qui lui prête, qui lui donne, qui lui fait cadeau d'un four, et son copain qui lui prête de l'argent, nous avons vu au fond les deux modes de financement de l'entreprise. C'est-à-dire vous avez d'une part ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire que c'est des fonds que quelqu'un de bonne volonté confie à l'entreprise, et la seule chose qu'il demande en échange, c'est ce qu'il demande en échange, c'est déjà pas mal, c'est ce qu'il y a là, c'est-à-dire une part des bénéfices futurs, s'il y en a. Si par hasard l'entreprise doit être ou liquidée ou revendue à un tiers, ben, il veut récupérer une part de la valeur de cette entreprise, et comme il prend un risque, il veut avoir son mot à dire dans la gestion. Bon. Et dans le marché financier, qui n'est pas celui où travaille Angelo, mais on verra tout à l'heure qui y travaille, ceci c'est représenté par ce qu'on appelle des actions. Et la rémunération d'une action est par définition aléatoire. C'est ce que fait son patron, si vous voulez. L'autre forme de financement, c'est la dette, c'est-à-dire des fonds qu'on prête à l'entreprise en échange d'un intérêt fixe versé périodiquement. C'est-à-dire que quel que soit le résultat de l'entreprise, le gars qui prête, il veut récupérer son argent à terme et avoir des intérêts entre les deux. C'est donc une rémunération certaine. Et ça, c'est représenté sur les marchés financiers par ce qu'on appelle des obligations. Nous y reviendrons par la suite. Donc il y a bien ces différents modes de fonctionnement. Alors,
Le cas d'Angelo est un cas relativement simple parce que son activité est simple, les gens la connaissent, donc ils peuvent lui faire confiance, ça ne demande pas des investissements énormes, mais bien sûr, c'est pas comme ça dans tous les cas. Il y a un certain nombre de cas où la situation est beaucoup plus compliquée et arriver à convaincre des capitalistes donc, ou des banques de prêter de l'argent, c'est beaucoup plus complexe. Hein, beaucoup plus... Donc je vais vous donner un exemple. Le cyclotron se compose, ou plus exactement se décompose en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires. Tout d'abord, dans le premier circuit, on distingue le peptoïde. Ça, si vous voulez, c'est l'inventeur en train de présenter son invention à des banquiers pour qu'ils lui prêtent de l'argent. Hein. Sur le diffuseur de télé d'économie pénitérée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Kessler-Woolwool, catalyse en quelque sorte le Sputzpulse de dérivation qui, par voie de conséquence, libère un certain volume de la plaque molle, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de spicmufre à l'état pur et de profillium piétrant multiforé. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à baba. D'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le spasme rotatif à sa manière alternative, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant, puisque, par le simple truchement de son induit cyclé, polypopyripotéise littéralement le filtre à molécules du sang, ce qui permet d'assurer la seule saturation plurilatérale de l'uctus à cette chercheuse, et d'empêcher par ailleurs la formation de cristaux de niortichlore de Barzalouf sur les parois tubulaires des peptoïdo-calcidomalfoireux, c'est-à-dire de neutraliser le calciprase, le redoutable calciprase, sous élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la dénomination des circuits est, en dernier sort, le voici. Sort donc il est simultanément contrôlé par l'amplificateur européen et par l'utilisation rationnelle dans la démure stratométrique de la force extrasalcaroïdique, laquelle, comme l'une l'ignore, est proportionnelle au part et des ondes à l'air d'incontempler. Mais, dans ces lignes essentielles, le cyclotron, le professeur Salom Jérémy Migara, que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à connaître comme la plus étonnante découverte de tous les temps. Et qui, dans un avenir d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'en suit. Alors, comment va réagir notre banquier hein? Bon, il va dire, ça ne me regarde pas, c'est pas mon boulot. Hein, je vais pas, moi, je gère l'argent des déposants, hein, c'est-à-dire les gens qui viennent m'amener leurs économies et puis qui ouvrent des comptes chez moi, donc il n'est pas question que je finance un truc comme ça. Alors, par contre, je vous recommande d'aller voir des gens dont c'est la spécialité, c'est ce qu'on appelle les fonds d'investissement ou les fonds de capital risque. Et je vais vous donner quelques adresses. Alors, notre ami, le professeur Menerlache, il va voir un fonds d'investissement, bien sûr, et le patron, alors il présente, il fait la même présentation, moi je ne vais pas vous la refaire, hein, mais il refait la même à peu près, et le patron du fonds d'investissement lui dit, écoutez, là, vraiment, hein, comptez pas sur moi, votre truc, ça ne me paraît pas clair, moi, à la limite, je veux bien vous aider un peu à faire quelque chose, mais venez me voir quand vous aurez un prototype de la machine prête à être livrée au client, que vous m'expliquerez comment, comme vous m'aurez m'expliquer
comment vous allez la construire, avec quel procédé de fabrication, etc. Combien ça va vous coûter, combien ça peut être vendu, à qui, quels sont les volumes. J'aimerais aussi bien voir à quoi ressemblera votre organisation commerciale, etc. Donc, quand vous aurez tout ça, c'est un business plan complet, revenez me voir. Et évidemment, notre ami Ménère-Lâche, il est embêté parce que pour faire tout ça, ça va lui demander du temps, des efforts, peut-être des collaborateurs déjà qu'il faut qu'il embauche, un directeur technique, des tas de machins, et il faut qu'il continue un prototype, enfin il a des tâches à faire, donc il se dit, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là qu'il s'adresse à des gens qu'on appelle les business angels en anglais. Je ne crois pas qu'on ait trouvé de terme français pour ça. Quelqu'un en a, je suis preneur. Qui lui, si vous voulez, va accepter sur la bonne tête du professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche et sur la vue, sur la foi de cette vidéo, il va accepter de lui prêter l'argent, enfin de lui prêter, de lui confier l'argent qu'il lui faut pour vivre jusqu'à ce qu'il ait fait tout ce que lui demande le fonds d'investissement. Et on a bien, ceci c'est un truc important, on a bien 2 niveaux, même 3 niveaux. Celui de ce qu'on appelle le business angel, qui évidemment a un apport limité. Qui c'est d'abord le business angel en général? En règle générale, c'est des gens qui sont passés par là, c'est-à-dire qui ont eux-mêmes créé leur entreprise et qui ont gagné suffisamment d'argent pour pouvoir le risquer de nouveau, mais en soutenant des jeunes inventeurs, des jeunes qui ont une idée nouvelle. Donc, ça c'est le business angel. Les raisons pour lesquelles ils s'associent dans l'affaire, bah, c'est tout simplement que le truc est sympa. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça sympa, ils trouvent que ce n'est pas une mauvaise idée, ils trouvent que le gars qui lui a présenté est un type sympa. C'est pour ça que je dis que c'est essentiellement une association amicale. Il ne va pas trop chercher à savoir, il dit ça m'a l'air sympathique, je mets de l'argent, si j'en gagne plus tard, tant mieux, si j'en gagne pas, tant pis, on verra bien. Et donc lui, il prend un risque limité en volume, mais maximum en risque proprement dit. Fonds d'investissement, c'est autre chose. Lui, il lui faut une histoire beaucoup plus crédible. Lui, il peut apporter beaucoup plus d'argent. Il le fera d'ailleurs progressivement, au fur et à mesure qu'il verra que ça se déroule bien. Et c'est une association professionnelle de gens qui sont spécialisés pour le soutien de ça. Je dis ça parce que le personnage qui me paraît le plus important là-dedans, à part l'inventeur lui-même, c'est le business angel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les fonds d'investissement que vous voulez, tout le système bancaire que vous voulez, s'il n'y a pas au départ des gens qui tombent amoureux d'un projet, au point de risquer leur propre argent pour le lancer, la machine à innovation n'est pas alimentée. Et je crois que si on regarde les performances des différents pays dans le domaine de l'innovation, il doit y avoir une corrélation extrêmement étroite entre la qualité et le volume de l'innovation, d'une part, et d'autre part, le nombre des business angels qui travaillent dans ce pays. Et comme je vous disais que ces gens-là, c'est des gens qui, en fait, ont fait fortune en lançant une entreprise et sont prêts, d'une part, à risquer leur argent et à faire profiter d'autres de leur expérience, ça vous explique pourquoi un certain nombre de gens ne sont pas contents quand on veut trop taxer les plus-values. Parce que, en taxant trop les plus-values, on tarit la source des business angels. Alors, bon, donc le financement est fait, il faut maintenant finir de construire l'entreprise, par exemple en embauchant. Alors l'un des gros problèmes de l'embauche, c'est combien on peut payer les gens. Et là, je vais vous infliger encore un petit peu de théorie économique. Revenons à notre ami Angelo qui se demande s'il doit, par exemple, embaucher quelqu'un pour livrer des pizzas avec une mobilette. Bon. La façon de raisonner, c'est la suivante. Il dit, si je ne l'embauche pas, voilà quel est mon plan, voilà combien je vais gagner en laissant les gens venir et en leur faisant les pizzas sur place. Si par contre j'embauche quelqu'un avec une mobilette,
j'ai un autre plan. Et entre les deux, il y a une différence de revenus et de profit. Autrement dit, j'ai intérêt à embaucher quelqu'un s'il me revient moins cher que ce qu'il me rapporte en plus. C'est le revenu qu'il me rapporte. Ça, c'est ce qu'on appelle la productivité marginale, ou le revenu marginal. À partir d'un système qui est ce qu'il est, d'une entreprise qui est ce qu'elle est, si je fais varier un des paramètres, combien ça me rapporte en plus? Ou à l'inverse, si j'enlève quelque chose, combien je perds? Et ça, c'est évidemment la rémunération maximale pour cette ressource dans ce contexte actuel. Mais évidemment, ça dépend des autres ressources. C'est-à-dire que si plus j'ai déjà de capital dans mon entreprise, meilleurs sont mes outils, et plus la productivité marginale d'une personne supplémentaire va être élevée, et donc plus je peux la payer. Alors, ce que je la paierai réellement, c'est une question de négociation. Hein. Mais plus j'ai, moi, patron, de capital dans mon entreprise, et plus je peux payer des salaires. Ça se transpose, bien sûr, à l'échelon de l'économie tout entière. Et là aussi, il peut y avoir deux sortes d'engagement dans les rémunérations. Ou bien je m'entends avec la personne pour lui donner un revenu fixe quoi qu'il arrive, ou bien son revenu dépendra en tout ou partie des performances de l'entreprise. Vous remarquerez que si je lui donne une rémunération qui est convenue d'avance et qui est fixe, quel que soit les résultats de l'entreprise, ça ajoute évidemment au risque. Et en plus, ça m'oblige à le payer dès le début. Alors que si on attend des résultats, je le paye à la fin. Hein. Pour pouvoir payer des salaires, il faut qu'il y ait des capitalistes qui financent l'entreprise. Il faut qu'il y ait des gens qui apportent du capital au début de l'entreprise. Alors, cette théorie des facteurs de production, des coûts marginal de production, elle s'étend évidemment à tous les facteurs de production, et c'est la base de ce qu'on appelle, que vous trouverez si vous lisez quelquefois des manuels d'économie, c'est la base de ce qu'on appelle la théorie de l'imputation, qui dit que les facteurs de production tirent leur valeur de la valeur des produits qu'ils servent à faire, qui est exactement à l'opposé de la théorie de la valeur travail, ou de la valeur objective, qui dit que tous les biens tirent leur valeur de la façon dont ils sont créés. Voyez. Autrement dit, dans la théorie classique d'Adam Smith, par exemple, plus tard de Ricardo et enfin de Marx, c'est la valeur de quelque chose vient de ce qu'il a fallu faire pour l'avoir. Et ensuite, elle se propage vers l'aval du processus de production jusqu'au produit fini. Dans la théorie de l'imputation, qui est due à un économiste autrichien qui s'appelle Karl Menger, donc qui date de la fin du siècle de l'avant-dernier siècle, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la valorisation, l'attribution de la valeur part de l'aval, autrement dit, elle part de la valeur que les consommateurs accordent aux produits finis, et elle se propage vers l'amont, vers les facteurs de production, jusqu'aux facteurs naturels. Bon. Donc voilà les différentes sortes de rémunération. Vous voyez que les salariés et les prêteurs sont au fond servis de la même façon. Hein. Et je veux dire que nous avons dans cette affaire des fonctions différentes que nous avons vues se construire l'une après l'autre. Il y a l'entrepreneur qui apporte la vision de l'entreprise, la passion, et j'ajouterais le talent d'organisateur. Il y a le capitaliste qui apporte les outils et les ressources nécessaires pour atteindre les résultats. Les outils et ces ressources peuvent être soit en nature, soit en espèces, bien sûr, et le travailleur qui apporte les compétences. Vous voyez que le rôle de l'entrepreneur et le rôle du capitaliste sont en fait des rôles différents. Il faut les concevoir maintenant comme des rôles qui peuvent être portés ou pas par la même personne. C'est-à-dire que dans une entreprise toute simple, l'entrepreneur aura généralement les trois rôles à la fois. Par contre, dans une entreprise un peu plus grosse, par exemple
la plupart des sociétés anonymes, l'entrepreneur est une personne différente des capitalistes qui, très souvent, ne possède aucune part du capital. Et il faut bien distinguer ces différents rôles. Par contre, les travailleurs qui apportent les compétences peuvent aussi, par exemple, c'est le cas de, comment ça s'appelle déjà, enfin, il existe des cas, j'ai oublié le nom, où le capital est la propriété des travailleurs. C'est une combinaison possible de des coopératives ouvrières. Voilà. Dans les coopératives ouvrières en particulier, c'est les travailleurs eux-mêmes qui apportent le capital. Mais les différentes fonctions, dans la théorie, justifient des rémunérations différentes pour ce que les gens apportent, qui peuvent évidemment être combinées. Alors passons maintenant à un peu de comptabilité pour voir comment ce que Angelo ou ce que les autres font de leur argent. Alors au départ, quand ils font leur compte tous les soirs ou à la fin de l'année, ils ont encaissé un certain revenu. Alors où va-t-il ce revenu? Je pense que là je vous dis des choses que vous savez tous. Ils ont dû acheter des choses, on l'a vu, et il leur reste quoi? Ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Avec ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des coûts salariaux. Des coûts salariaux qui, évidemment, sont à la fois les salaires et les charges. De toute façon, peu importe la différence, ça sort de la caisse de l'entreprise. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste si la machine peut bien marcher? Hein? Bizarre. Comment? Je ne tourne pas. C'est un truc radio, ça. Oui, et puis j'ai pas le clavier là, oui, je peux prendre l'autre. Voilà, ça y est. Bon, les coûts salariaux, il y a d'autres coûts, bien sûr, locaux, etc., d'autres achats. Et au bout du compte, il reste ce qu'on appelle le profit brut, ou la marge brute. Non, c'est bon, hein? Ah. Bon, on va continuer quand même. La marge brute, alors c'est très simplifié, hein. Je ne fais pas un cours de comptabilité, loin de là. Il faudrait tenir compte des amortissements et tas de choses. Qu'est-ce qu'il fait avec ce profit brut? Ah. Voilà. Il commence par payer des impôts. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on appelle la marge nette. Bon, les proportions n'y sont pas vraiment, mais enfin, un petit peu. Hein. Et avec la marge nette, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il peut en garder un peu pour lui, pour s'acheter du nouveau matériel, etc. Et il lui reste au bout du... Il peut aussi en distribuer une partie à ses associés, comme il leur avait promis. Il leur avait promis qu'il leur distribuerait une partie de ce qui restait au bout. Ben voilà, il reste au bout. Hein. Alors, pour vous fixer les idées, on donne souvent des chiffres très fantaisistes. Hein. La marge nette d'une entreprise, nette avant impôt, est rarement supérieure à 4 ou 5% du chiffre d'affaires. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, hein, mais c'est de cette ordre de grandeur-là. Et c'est plus souvent de l'ordre de 1 ou 2% qu'autre chose. Bon. Donc voilà ce compte. Hein. Et revenons donc maintenant sur cette histoire de profit, parce que ça, voilà. Revenons sur cette histoire de profit, parce que ça c'est un truc qui est généralement relativement mal compris, et pourtant c'est très simple. Là, je vais appliquer l'approche. Ah, excusez-moi. Je vais appliquer là une approche de la valeur et des échanges qui est typique de la tradition autrichienne dont je parlais tout à l'heure, et qui part d'un principe tout simple, c'est que si deux personnes échangent librement, c'est qu'elles y ont toutes les deux intérêt. Autrement dit, là, par exemple, si l'entreprise est arrivée à vendre des produits à des clients, c'est que les clients préfèrent avoir les produits que l'argent qu'ils ont donné à l'entreprise pour les acquérir. Autrement dit,
les produits qu'ils ont achetés, ils ont une valeur qu'on ne peut pas chiffrer, parce que dans cette approche, si vous voulez, là, la valeur est quelque chose qui est non chiffrable, hein, contrairement à ce que disent d'autres écoles. Valeur qui est non chiffrable, mais qui est certainement supérieure aux revenus que l'entreprise en a tiré. D'où ça. Et il y a entre les deux... Pardon. Décidément, c'est trop sensible, ce truc-là. Et il y a entre les deux ce que le seul prix Nobel français d'économie, Maurice Allais, appelait, c'est à peu près ça, qu'on appelle le surplus des clients, ou qu'il appelait le surplus du consommateur. Hein. Il y a la différence entre, au fond, ce qu'il était prêt à payer, hein, et ce qu'il a réellement payé. Bon. Mais ça marche en sens inverse, c'est-à-dire que quand l'entreprise a acheté des choses à l'extérieur, ben, le même phénomène s'est produit. C'est-à-dire que ce qu'elle a acheté, ça lui a coûté des choses, et les fournisseurs ont préféré le vendre plutôt que de le garder pour eux. C'est-à-dire que la valeur que ça avait pour eux est inférieure à l'argent, à la valeur de l'argent qu'ils en ont tiré. Et c'est ce que Maurice Allais appelait le surplus des fournisseurs. Bon. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ben, entre le coût de l'entreprise, entre les coûts de l'entreprise et les revenus de l'entreprise, il y a tout simplement le profit de l'entreprise. Et si maintenant on regarde tout ça, si on fait la synthèse de tout ça, vous voyez qu'au total, l'entreprise, elle a acheté des choses qui avaient, pour ceux qui les possédaient, une certaine valeur, et elle a fabriqué des choses qui ont, pour ceux qui les achètent, une valeur supérieure. Autrement dit, la différence entre l'utilité des produits pour les clients et l'utilité des consommations pour les fournisseurs, c'est au fond une approximation de l'utilité sociale de l'entreprise. Hein? Et si vous regardez ça, ça veut dire que c'est une autre définition du profit, si vous voulez. Le profit d'une entreprise, c'est la part que l'entreprise conserve pour elle de son utilité sociale. Sachant que cette utilité sociale, elle est découpée en 3 tranches. Une partie qui va au fournisseur, une partie à l'entreprise et une partie au client. Alors, comme les trucs sont complètement déclassés, voilà, donc le profit est un indicateur, ce que je mettais ici, le profit est un indicateur de l'utilité de l'entreprise. Alors bien sûr, suivant la façon dont ces différents cas se placent les uns par rapport aux autres, on a différents cas dans lesquels on entend parler. Le profit est en fait un indicateur de l'utilité de l'entreprise. Et c'est aussi l'une des conditions d'existence. Alors, si on voit, ça va nous amener vers les objectifs d'entreprise. Pour que l'entreprise soit créée, il faut qu'elle ait dès le départ assez de monnaie pour acquérir les moyens de production et tenir le coup jusqu'à ce qu'elle gagne suffisamment d'argent. Ça, c'est la condition de création. Pour qu'elle survive, il faut que, en permanence, elle fasse rentrer assez d'argent pour pouvoir réalimenter le cycle au départ. Et enfin, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle réalise un profit suffisant non seulement pour continuer son truc, mais aussi pour investir, c'est-à-dire acquérir de nouveaux moyens de production. C'est donc le profit, c'est en même temps que c'est une condition, en même temps que c'est un indicateur de l'utilité, c'est aussi une condition de survie de l'entreprise. Alors au total, à quoi ça sert, si vous voulez? Donc, quels sont d'une certaine façon ses objectifs? Elle sert à la fois à fournir des biens et des services à ses clients, elle sert à insérer les employés dans le système de production et leur fournir des revenus, et elle sert à rémunérer l'investissement des actionnaires. Parce que dans le monde, si vous voulez, on le voit bien que dans le monde actuel, il est très difficile à des gens de trouver une utilité sociale en dehors d'une entreprise. Donc c'est bien l'entreprise qui assure cette deuxième fonction. De la même façon, si des gens veulent placer l'argent, il faut bien que cet argent serve à quelque chose, et ce quelque chose ne peut être que investir dans une entreprise. Et puis il y a d'autres fonctions qui rémunèrent l'épargne des prêteurs, les banques, et fournir de débouchés aux fournisseurs, bon ça va de soi. Mais
pour qu'elle puisse faire tout ça, il faut évidemment qu'elle satisfasse d'abord ses clients. Autrement, elle ne survit pas. Alors, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des stakeholders, c'est-à-dire qu'il y a différentes parties prenantes dans l'entreprise, qui ont des intérêts différents, et qui doivent se partager les ressources de l'entreprise de façon différente. Mais, et ce qui est très important, c'est qu'ils n'ont de choses à se partager que dans la mesure où l'entreprise dure. Si l'entreprise périclite et meurt, bah, il ne peut rien se partager, donc tout le monde a intérêt à ce que l'entreprise dure. Et ça, c'est l'objectif commun à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un profit raisonnable. Comment c'est réparti? Alors là, ça dépend beaucoup. L'une des caractéristiques des entreprises, c'est qu'elles sont extrêmement diverses. Non seulement par leur taille, par leur fonction, par leur production, mais aussi par la façon dont elles sont gérées, la façon dont elles arbitrent entre les différentes parties prenantes. Et l'une des fonctions du chef d'entreprise, on le verra tout à l'heure, c'est de tenir un rôle d'équilibriste entre ces différentes parties prenantes. En tenant compte, et celui qui, généralement, c'est comme toujours en économie, celui qui sera le plus favorisé, c'est celui dont l'apport est le plus rare. C'est-à-dire que dans un contexte où le capital est rare, c'est évidemment les apporteurs de capitaux qui sont les plus favorisés dans le comportement du chef d'entreprise. Mais dans un milieu où certaines ressources, certaines compétences, c'est les porteurs de ces compétences qui sont favorisés par l'entreprise. Il est rare que ce soit le travail non qualifié qui est rare dans une société. Et c'est bien pour ça que c'est presque le dernier par ordre de priorité. Parce que, finalement, c'est une ressource qui n'est pas rare. Alors, le chef d'entreprise lui-même, si on se met dans la peau du chef d'entreprise, lui, il a monté son affaire et ça tourne, donc son seul souci, lui, c'est que ça continue. Il veut, comme disait Spinoza, il veut persévérer dans son être. Donc, la seule chose qu'il veut, c'est il veut que ça continue. Bon. Et en plus, il veut être tranquille, le chef d'entreprise. Il ne veut pas qu'on vienne l'embêter. En particulier, pour un chef d'entreprise normalement constitué, si vous voulez, il considère, il n'a pas envie, les gens qui risquent le plus de l'embêter finalement, c'est ses patrons, c'est-à-dire les actionnaires. Donc, pour lui, servir des dividendes suffisants aux actionnaires, c'est une façon d'acheter la tranquillité. Et j'ai connu bien des cas, si vous voulez, où c'était le seul objectif, si vous voulez, du patron vis-à-vis des actionnaires. Tout ce qu'il vous laisse, c'est qu'il le laisse peinard et qu'ils n'interviennent pas dans sa gestion. Pour ça, il savait qu'il fallait qu'il leur donne des dividendes. Bon. Mais le but n'était pas du tout de leur donner le maximum de dividendes, ni de faire le profit maximum, simplement qu'ils tiennent tranquilles et qu'ils le laissent diriger sa boîte comme il en a envie. Pour la même raison, il n'a pas du tout envie que les syndicats l'embêtent. Donc il va dans son jeu d'équilibriste, vous voyez, il va essayer de deviner ce qu'il faut qu'il fasse vis-à-vis d'un peu tout le monde pour qu'il puisse continuer à faire une entreprise et en étant tranquille. Il est comme tout le monde, il n'a pas envie d'aller au-devant des difficultés. Donc il a à concilier les intérêts divergents et il a bien sûr à anticiper les problèmes pour pouvoir les éviter. Alors comment s'y prend-il? Là, un tout petit peu, j'avais annoncé un zeste de théorie des organisations. Je vais simplement vous en donner quelques idées. Bon, il organise sa boîte. Mais dans l'organisation de sa boîte, il y a en gros deux grandes parties. Il y a la partie que j'appelle moi l'anatomie, comment c'est fait, et puis la physiologie, comment ça fonctionne, comment ça marche. Bon. L'anatomie, c'est au fond la structure, c'est l'organigramme, comment c'est structuré. Et puis, dans une boîte un peu importante, bon, ben, il a besoin de systèmes d'information, de systèmes de commandement, etc., pour que tout ça fonctionne correctement. Et ça, c'est la partie visible, formelle. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la partie invisible, décidément,
m'y habituerai pas. C'est la partie invisible, informelle. C'est-à-dire que dans l'histoire de la maison, il se crée ce qu'on appelle généralement la culture de l'entreprise, qui est faite de quoi? Qui est faite de valeurs. Il vaut mieux faire ceci que faire cela, il vaut mieux se comporter de telle façon que se comporter de telle autre, ce qui renvoie à des modèles, c'est-à-dire il y a des modèles de comportement, il y a dans les entreprises des légendes, il y a des personnages emblématiques qu'on cite toujours en disant voilà, il faut faire comme faisait machin, etc. Et puis il y a des habitudes de pensée, ça se forme de façon inconsciente dans l'ensemble de l'entreprise, et la seule façon qu'a le chef d'entreprise de l'influencer, finalement ça, c'est par son exemple personnel et par le choix des gens qu'il recrute. Mais il peut toujours essayer de changer les structures et les systèmes de la partie formelle si les changements qu'il introduit ne sont pas cohérents avec la culture, ça se plantera, et ça se plante régulièrement dans ces cas-là. Et ça, c'est une énorme contrainte qu'il a. Si vous voulez, il ne faut pas croire que le chef d'entreprise, il fait ce qu'il veut, comme il veut en permanence. Il ne tient pas compte de ça. Alors, il y a toute une littérature autour de ça. Il y a toute une littérature autour de ça que je pourrais vous signaler. Bon, je ne l'ai pas mis là. Alors, on a parlé un peu de la concurrence et vous voyez comment... quelles sont ses différentes fonctions. L'entrepreneur, lui, propose. Les détenteurs de capitaux, ils disent « Toi, je t'autorise à tenter ta chance, toi, c'est pas la peine. » Et puis, une fois qu'ils ont tenté leur chance, qui décide de ce qui se passe vraiment? C'est les consommateurs. Et les consommateurs des produits de l'entreprise, au fond, directement ou indirectement, ils décident de tout. C'est-à-dire que, bien sûr, ils choisissent les produits et les services. Et s'ils ne choisissent pas les produits et les services de cette entreprise-là, l'entreprise est donc en train de péricliter. Et elle va devoir réagir sous la direction du chef d'entreprise. Pour ça, elle peut tout changer, à commencer par les méthodes de production, puis les méthodes de gestion. L'entreprise elle-même peut capoter. Les entrepreneurs qui ont fait faillite, ils seront peut-être eux-mêmes éliminés du circuit. Et enfin, les entreprises qui sont faites d'une certaine façon, elles-mêmes, risquent de ne pas se renouveler. Vous voyez, indépendamment, on dit, les modèles d'entreprise eux-mêmes vont et viennent. Et c'est comme ça que s'explique un certain nombre d'aventures, en particulier dans l'industrie informatique et autres récemment. Hein. Mais à travers ça, les consommateurs, ils influent sur la totalité des décisions de l'entreprise, directement ou indirectement. Alors, je finis par deux choses. D'abord, on pose souvent la question de que vaut une entreprise, la valeur de l'entreprise. C'est une chose qu'on voit assez souvent. Que vaut une entreprise globalement? Et ça, si vous voulez, c'est encore une application de l'approche dite autrichienne, valeur subjective. C'est que la valeur d'entreprise, c'est l'intérêt qu'elle présente pour un acquéreur éventuel. Et bien sûr, ça dépend des intentions de l'acquéreur. C'est-à-dire qu'on peut bien comprendre les problèmes de fusion, acquisition d'entreprise, etc., que si on a ça en tête. C'est-à-dire que si un acquéreur veut acquérir une entreprise qui tourne bien, avec comme objectif de continuer à la faire tourner, sans changement, elle a une certaine valeur. Bon. À l'opposé, il peut vouloir l'intégrer dans ses propres opérations. Il peut dire, bon, ben, dans cette entreprise, il y a des choses qui m'intéressent parce que ça vient bien compléter mes processus et les différents outils que j'ai, ça vient bien les compléter, ça m'intéresse, donc ça va me rapporter plus. Par contre, il y a des tas de choses qui ne m'intéressent pas, donc je vais pouvoir me débarrasser. Ça, c'est donner une entreprise d'une toute autre valeur. Hein. Et enfin, il y a même des cas où tout ce qu'il veut, c'est la liquider. Cette entreprise est mal foutue, la somme des valeurs, je peux, en la découpant en rondelles et en vendant chaque morceau séparément, je peux au total faire plus que ce que je dépenserais pour l'acheter. C'est ce que font certains fonds d'ailleurs. Et ça, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça varie selon le truc. Alors, il y a des tas de théories qui définissent ce que t'es la valeur d'entreprise. On en trouve dans la comptabilité, de théorie financière. Mais ces différentes théories, en fait, c'est simplement des outils à la disposition des gens pour que celui qui veut vendre son entreprise,
il choisit d'argumenter à partir des théories qui lui donnent la valeur la plus grande possible, et celui qui veut l'acheter, ben, il argumente dans la discussion à partir des théories qui donnent la valeur la plus faible possible. Et tout ça, au bout du compte, est affaire de discussion. C'est un petit peu différent quand on pense à la valeur boursière, parce que là, si ce que l'acquéreur veut, c'est simplement acquérir quelques actions d'une entreprise, son hypothèse, c'est que lui, il veut que cette entreprise continue à prospérer. Hein. Donc, il achète, donc il part, il donne de la plus-value, ce qui donne une valeur à l'entreprise. Donc là, ce qui compte au départ, c'est la valeur de l'action elle-même, hein, qui est, comme je le dis là, une estimation de la capacité de l'entreprise, c'est-à-dire ses actionnaires. Et on voit sur la bourse, je ne parle pas de finance là, bien sûr, c'est pas le moment, mais se confrontent à ce moment-là deux populations. D'une part, la population des gens qui possèdent des actions et n'ont plus trop confiance dans l'entreprise, hein, et qui donc vont vouloir les vendre. Et en face d'eux, ils ont des gens qui, eux, y croient et veulent les acheter. Vous voyez, là encore, la valeur se détermine par la confrontation des deux. Alors, je voudrais, après ce survol peut-être un peu décousu vers la fin, je voudrais revenir au système productif lui-même. Vous avez vu qu'une entreprise, je l'ai dit au départ, c'est un ensemble structuré d'outils et de compétences spécifiques qui sont destinés à produire des choses spécifiques pour des clients spécifiques. Bon. Le système productif, qui est l'ensemble de tout ça, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le système productif, c'est bien un ensemble d'outils et de compétences organisés d'une certaine façon, et ça définit la nature et la quantité des productions possibles. Bon. Autrement dit, ce que on appelle quelquefois le capital avec un grand C d'une société, c'est pas du tout, comme par exemple dans la théorie keynésienne, un chiffre. Ça ne se résume pas en un chiffre. C'est quelque chose d'extrêmement structuré et extrêmement compliqué qui détermine la qualité et la quantité des productions. Et le problème économique fondamental, du moins à mon avis, c'est est-ce que ces productions que permet le système actuel sont bien celles que veulent les consommateurs? C'est ça le problème économique fondamental. La façon dont ensuite ça se répartit entre les consommateurs, qui est le point focal de l'économie dominante, de l'économie traditionnelle, ça vient dans un deuxième temps. Je ne dis pas que c'est moins important, mais ça vient dans un deuxième temps. Bon. Et ça, pour que ce soit ajusté, il faut que ça s'ajuste en permanence. C'est la base de deux théories, qui sont toutes les deux des théories dites autrichiennes. La théorie du capital, qui est due à l'économie du début du siècle dernier, qui était Eugen von Bavert, qui étudie bien comment le capital, comment la structure du capital évolue dans le temps et se modifie dans le temps. Hein, et qui s'oppose radicalement, évidemment, à l'approche keynésienne, pour laquelle le capital, c'est un chiffre, grand C, un nombre de dollars ou d'euros, il y a l'investissement qui est un grand I, etc. Et puis on essaie de chercher des équilibres entre tout ça. C'est aussi la base de la théorie dite autrichienne des cycles économiques, qui, elle, est due le d'économiser essentiellement, reprise par Hayek ensuite. Parce que cette théorie dit, puisque la point importante, c'est que la structure de capital permet bien de produire ce que les gens veulent. Si on ne la laisse pas s'ajuster en permanence, ou si on fausse cet ajustement, par exemple, en jouant sur la monnaie et les taux d'intérêt, hein, il arrive un moment où ça ne tient plus, où c'est tellement éloigné, si vous voulez, la structure de capital est tellement éloignée des besoins réels des gens, que ça craque forcément. Et c'est ce qu'on appelle une crise. Alors, je vous invite à lire ça, on en parlera peut-être plus tard dans ce cycle, je ne sais pas, mais là aussi, si vous voulez, cette théorie dite autrichienne des cycles économiques s'oppose radicalement aux théories actuellement dominantes en économie, qui sont largement les théories keynésiennes. Donc, pour finir là-dessus, ce que nous avons vu, c'est que l'entreprise est à la fois le lieu où les richesses sont créées, le consommateur des biens de production, l'endroit où se rencontre le capital et le travail, l'endroit où est répartie la contre-valeur des richesses, c'est bien l'acteur central de l'économie,
Et il serait, je pense, largement temps que les économistes de profession reconstruisent la théorie économique à partir d'une image, d'une représentation de l'entreprise qui est un peu plus réaliste et un peu plus correcte que celle qu'ils utilisent aujourd'hui. Voilà, je vous remercie et à une prochaine fois.